Je reçois aujourd'hui David Martinon. Je suis en terrain connu. David est un ancien de l'INSA. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu un ancien de l'INSA, donc je renoue avec mes bonnes habitudes, mes premiers épisodes, on va dire mes premiers amours. C'est souvent gage de qualité, c'est souvent des épisodes très écoutés, donc David, sans pression, je te laisse te présenter aux auditeurs. Salut Mathieu, enchanté d'être là. Donc David Martineau, je suis effectivement un ingénieur INSA. J'ai fini l'INSA en 94 en mathématiques appliquées, au l'INSA de Rouen. Pour revenir un peu avant, j'ai fait un DUG de sciences avant, donc je suis rentré à l'INSA les 3 dernières années. J'ai fait donc mathématiques appliquées à Rouen. Et j'ai en particulier quelque chose qui a fait un événement qui a beaucoup changé ma carrière à l'INSA. J'ai fait un stage d'entreprise de 3 mois à Total Oil Marine à Aberdeen, dans l'industrie pétrolière. C'était une petite affiche qui était dans les couloirs de l'INSA, qui il recherchait quelqu'un qui pouvait faire de la modélisation des flux de gaz dans les pipes. Et le sujet, bon, m'intéressait moyennement, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était de partir à Aberdeen pendant 3 mois et aller dans l'industrie pétrolière. Donc tout a commencé un peu là, mais je pourrais en parler un peu plus après. Euh, Donc l'industrie pétrolière, quand on a des personnes de ton expérience, c'était une industrie qui attirait à l'époque les jeunes talents. Peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas pourquoi. oui, bon, je sais pourquoi. Et il y a peut-être aussi effectivement des raisons. C'est vrai qu'à l'époque, ça attirait beaucoup. Et moi, ça m'a énormément plu tout de suite, cette industrie. Elle me plaît toujours et je pourrais en parler un peu plus aussi, un peu plus longuement. Mais à l'époque, c'est vrai que le côté expatriation, le côté aventurier, le côté exploration, aller bureau en hélicoptère sur les plateformes pétrolières, après pas repartir dans la jungle en Indonésie. Donc tout ça, m'a énormément attiré à l'époque et toujours m'attire toujours parce que c'est toujours, il y a un côté aussi gros projet technologique, enfin d'un point de vue d'ingénieur, c'est quelque chose d'assez incroyable, l'industrie pétrolière. Et donc cette partie-là aussi de la technique m'a beaucoup intéressé. Le côté humain aussi, c'est l'industrie, donc il y a des ouvriers, des techniciens, voilà, des ingénieurs. Enfin, c'est une grosse mise à gaz, quoi, comment dire. Donc c'est une super aventure. Et il y a le côté aussi géopolitique qui, avec le temps, m'a aussi beaucoup intéressé. Si on revient au tout début de Planète Ingé, l'épisode 1 avec c'était Franck, quelqu'un du oil and gas aussi, et on en avait parlé, on avait dit c'est une grosse machine intellectuelle de connaissances techniques et humaines pour participer à la transition écologique, parce que c'est vraiment un secteur qui, au niveau technologique, et une façon d'être aussi dans la façon Parce que, d'aborder les challenges techniques, qui a un savoir-faire incomparable. non, non, tout à fait. C'est vrai que il a peut-être. Alors d'abord, Franck et Franck Titnat était à l'INSA aussi, juste l'année au-dessus de moi, donc je le connaissais à l'époque. Et il travaille aussi en ce moment en Roumanie, donc je le vois de temps en temps. Donc c'est resté un ami. Et l'industrie pétrolière, donc oui, comme tu dis, est une industrie assez fascinante parce que il y a ce sens commun chez les pétroliers de donner, enfin de faire partie du progrès, on va dire, des 100 dernières années. Une partie du progrès a été fait grâce à l'énergie, et en particulier qui était le oil and gas. Donc il y a ce sentiment de mission de fournir de l'énergie au monde. Et donc c'est vrai que ce progrès de ces 50 dernières années, même plus, donc que l'industrie pétrolière a apporté énormément de progrès, mais aussi, oui, a apporté beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, à nous aussi de participer à régler ce problème. Et je pense que la plupart des gens dans l'industrie se sentent concernés et se sentent prêts à apporter leur savoir-faire à ce problème. Et ça se voit, moi je le vois de tous les jours. Et j'ai plein d'exemples et je peux en parler pendant des heures de ces exemples, justement, de comment réduire les émissions, comment fournir, s'assurer de l'énergie, de la sécurité énergétique,
s'assurer que l'énergie est affordable. Donc tous ces problèmes, c'est des problèmes dont on est assez conscient dans l'industrie. Bah, tu viens parfaitement de résumer les sujets de l'émission, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est ça qu'on va parler, c'est de montrer aussi que l'industrie pétrolière travaille sur des actions concrètes de réduction d'émissions de carbone et puis sur sécuriser l'approvisionnement énergétique, qui est un challenge. Euh, Avant d'arriver à ces sujets-là, de rentrer dans le cœur du... Je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête sur ton parcours un petit peu. Je te rassure, hein, on va pas passer 2 heures dessus, mais quand on a des gens de ton expérience, il faut expliquer quel a été un petit peu ton parcours et quel est aujourd'hui ton poste exactement. Je me rappelle pas qu'on l'ait mentionné. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, qui tu es aujourd'hui? Alors, j'ai créé une compagnie avec un partenaire, un ancien Schlumberger aussi, il y a environ 18 ans. Et donc, je suis le PDG de cette compagnie. Donc, on a créé cette compagnie il y a 18 ans qui opère principalement. Donc, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on opère en Roumanie et en Ukraine. On opère des vieux champs pétroliers et gaziers pour les rendre plus efficaces, plus performants. Et surtout, les 10 dernières années, on a été très occupés à les rendre plus propres. Il y a énormément de champs pétroliers à terre dans cette partie du monde qui fuient dans tous les sens, mais, en gros, et qu'il faut nettoyer. Et pour assurer aussi une sécurité à la population locale, que ce soit le gaz ou le pétrole. Enfin, je prends un exemple, par exemple en Ukraine, on a été très occupé, évidemment, les derniers 6 mois à s'assurer une continuité de fournir du gaz aux populations locales qui en avaient besoin pour se chauffer. Et donc, il y a une fois de plus, je reviens sur ce que je disais un peu avant, cet intérêt commun, ce sens de faire quelque chose qui sert à quelque chose. Et en Ukraine, ça a été vraiment flagrant les 6 derniers mois. Donc voilà ce qu'on fait. Donc c'est une boîte que j'ai créée il y a 18 ans. Alors pour revenir après, en transition entre qu'est-ce que je suis sorti d'INSEAD dans 94 et cette boîte, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc après 94, donc j'ai fait mathématiques appliquées à l'INSA. Je voulais, j'avais adoré donc ce stage en entreprise à Total à Aberdeen, et je voulais donc continuer dans l'industrie pétrolière. J'avais le service militaire à faire et j'avais pas envie forcément de le faire dans les bureaux. J'ai un peu toujours eu cette envie d'aventure, on va dire. Donc, je l'ai fait dans les chasseurs alpins à Annecy pendant 10 mois, où j'ai énormément appris d'un point sur la gestion humaine. Et ça a été une expérience formidable. Et après ce service, donc j'ai été recruté par Schlumberger. Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes avant Oui. qu'on passe sur Schlumberger? Tu faisais partie des chasseurs alpins, Oui. c'était militaire, c'est ça, c'était dans le service. Oui. C'est quoi que tu as retenu de ton expérience là-bas? Moi, tu me dis chasseur alpin, je vois juste les mecs qui montent à ski à pied comme des dingues. Exactement ça. Et quand tu es, on va dire, un sergent ou caporal, quand tu as 10 personnes à faire monter aussi à pied, qui n'ont vraiment pas envie, bah, tu apprends énormément sur la gestion humaine. Donc, c'est D'accord. ce que je voulais faire. C'est ce que un peu, je voulais faire un peu quelque chose qui sort un peu du cadre. Il y a beaucoup de personnes, après en étant ingénieur, essaient de trouver un moyen de ne pas faire le service militaire forcément, pour faire le VSN, des choses comme ça. J'avais envie de faire un peu quelque chose de différent. Et donc, oui, et donc ce que je n'ai retenu, c'est dans les moments difficiles, comment motiver les personnes, comment gérer les conflits, comment... alors le côté militaire, non, j'ai rien retenu. Et justement, comment on entraîne les gens et comment... Juste, je me permets, je rebondis sur ça, c'est des thématiques qui sont intéressantes. Comment tu motives les gens Alors, il faut comment tu leur fais trouver, gravir une montagne quand ils n'ont pas envie de monter? ouais. Bah, exactement, il faut trouver le point qui essayer déjà de bien les comprendre, essayer de comprendre quel est l'intérêt de chacun de monter là-haut. Est-ce que s'il y en a forcément peut-être pas souvent, mais et donc c'est la motivation on dit entre la carotte et le stick, mais c'est plus la carotte qui marche que le stick. C'est-à-dire qu'il faut essayer de motiver les gens, leur donner envie
d'aller là-haut, leur dire qu'une fois qu'on sera là-haut, et ben, on sera fiers, on sera content, et puis on va se reposer, puis on aura un bon chocolat chaud ou un vin chaud, et puis on redescendra et on pourra dire ce qu'on a fait quand même, on sera fiers. Donc, et c'est des choses que j'ai retenues après pour tout ce qui est la gestion humaine dans ma compagnie tous les jours. Donc, essayer de bien comprendre les motivations de chacun. Chacun a des motivations un peu différentes, des intérêts un peu différents, et essayer de les motiver sur ces motivations personnelles plutôt que et oui, après les faire un peu rêver. Donc essayer de donner une vision sur ce qu'on va essayer d'atteindre et donner un sens à tout ça. Donner un sens aussi, je pense que c'est important. C'est vrai que moi, j'ai toujours été bon public parce que je pense que c'est essentiel des messes ou même des instants où le manager, le président, le CEO prend la parole et donne sa vision pour dire Mmh. où on va, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et il y en a toujours pour en rire. Moi, je trouve que c'est très important parce que ça permet toujours de recontextualiser, de recadrer, de donner des perspectives. Et quand tu travailles avec des gens intelligents, Mmh. ça leur permet d'avancer. Non, non, tout à fait. Je pense que c'est très important de donner du sens au travail, donner un contexte et donner le sentiment, et j'espère que c'est plus que le sentiment, c'est la réalité qu'on fait ça pour quelque chose, pas uniquement pour avoir un salaire ou pour avoir un bonus à la fin de l'année. C'est qu'il y a aussi un bien commun derrière. Moi, ce qui m'a toujours, on va dire, motivé pour créer ma boîte aussi, c'est pas simplement euh, de faire de l'argent à la fin du trimestre. Mais c'est de créer quelque chose qui a de la valeur pour les personnes à qui l'on fait. Et les personnes à qui l'on fait, c'est nos clients, c'est nos employés, c'est les communautés là où on travaille. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est une des clés peut-être de succès de l'entrepreneuriat. Euh, c'est de ne pas se focaliser que sur le résultat financier. Le résultat financier vient après, et il vient généralement après. Si on donne un sens à ce qu'on fait à tout le monde, les gens, oui, vont payer pour ce service, ou les gens vont. Donc ça va venir. Mais se focaliser que sur le résultat financier, ça marche pas. C'est Si clair. tu devais nous donner justement ton entreprise, son nom, on dit XP, c'est ça? XP, oui. XP. Si on donnait la vision d'XP, qu'est-ce que tu dis à tes employés pour les motiver tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, justement? Pour leur faire monter la montagne, tu leur dis quoi? Écoute, ce qu'on fait, donc, c'est rendre ces vieux champs pétroliers pas très jolis, les rendre donc plus efficaces, les rendre plus propres, plus sûrs, pour s'assurer qu'on continue à utiliser ces champs plus longtemps, parce que ces champs ont un rôle pour la communauté locale, pour l'instant. Pour revenir à un exemple, en Ukraine, tant que les gens ne seront pas chauffés à l'électricité, tant qu'ils n'auront pas des pompes à chaleur, ça sera le gaz qui va les fournir. Donc, il faut s'assurer que ces champs soient bien entretenus et soient performants. Et pendant cette période de transition, s'assurer aussi qu'on pollue le moins possible. Et donc, réduire les émissions de méthane, réduire les émissions de CO2, réduire la consommation d'électricité de ces champs est très important. Et il y a plein de nouvelles technologies qui le permettent. Et on a des résultats incroyables. Enfin, on a réduit les émissions de méthane sur ces champs en 2 ans de 70%. On a augmenté comment on appelle ça, la rentabilité énergétique, la consommation d'électricité. On a réduit la consommation d'électricité par 50%. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur ces champs. Donc, c'est ce qu'on essaye euh, de faire comprendre à toute la communauté sur laquelle on travaille. Donc, On va y revenir encore. On revient sur après ton service militaire, sur Schlumberger. ouais, donc, Schlumberger, après, oui. ouais, c'est quoi comme entreprise déjà? C'est une. C'est une compagnie française. C'est les deux frères, les frères Schlumberger.
Manuel et Conrad, qui ont commencé il y a 100 ans environ, donc c'était alsacien, et qui ont créé le premier, les logging tools, donc c'est les outils électriques qu'on met dans les puits pour mesurer la résistivité des roches souterraines. Et c'est devenu maintenant la plus grosse compagnie de services pétrolières au monde, D'accord. et donc qui est partout dans le monde. Et c'est une compagnie donc très internationale qui est implantée dans un peu partout dans le monde. Donc j'ai été recruté pour travailler chez Schlumberger. Donc en venant du côté donc mathématiques appliquées de l'INSA, comment passer au service pétrolier. Alors déjà, Schlumberger te forme pendant 3 mois. On était à Pau pendant 3 mois sur la formation, donc pour comprendre un peu plus l'industrie pétrolière. Mais ce que j'ai trouvé étonnamment d'ailleurs, c'est que un ingénieur, je trouve, a cette capacité à s'adapter une fois qu'on comprend un peu. Un ingénieur est plus quelqu'un qui pense d'une manière spécifique plutôt une connaissance technique. On peut s'adapter après à beaucoup de domaines techniques. Mais s'il y a quelque chose que je retiens de ma formation à l'INSA, et je pense qu'à toutes les formations d'ingénieurs, ça peut s'appliquer, c'est ce moyen de penser de manière assez logique, de manière raisonnée, avec une certaine procédure. Et donc, ça m'a beaucoup aidé après à Schlumberger. Donc, après Schlumberger, je suis parti. Donc, j'ai été fait 3 mois de formation à Pau, et je suis parti au premier assignment, ça a été en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Et donc là, je travaillais, en fait, c'était dans la partie qui s'appelle well testing. Donc, on testait les puits une fois qu'un puits a été foré. On le testait donc pour la première fois. Donc, c'est toujours très excitant pour le client, en tout cas, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits ou pas. Donc, j'ai travaillé en Thaïlande. Après, j'étais au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh. Donc, j'ai fait ça dans l'Asie du Sud-Est pendant environ 8 ans. Et j'ai décidé de faire un master après, un MBA. C'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais, une fois de plus, continuer après à faire quelque chose un peu différent. J'avais toujours un peu en tête l'idée de monter ma boîte à un moment ou à un autre. Et je pensais et je pense que c'était plutôt un bon choix de faire un master pour apprendre un peu plus sur le côté commercial, le côté financier, le côté marketing. Et donc, j'ai fait une application à l'INSEAD. J'ai été pris, et Schlumberger m'a sponsorisé pour le faire pendant 1 an. Et donc après, j'ai fait 2 ans chez Schlumberger en fusion et acquisition au siège à Paris. Et après, après fait les 2 ans, j'ai commencé ma boîte. Donc voilà, en gros, l'histoire. Ok. Bah écoute, ouais, donc c'est intéressant, et je pense qu'on fera une partie sur justement un peu l'international, ton expérience en Asie, ton expérience au Moyen-Orient et ton expérience en Europe de l'Est actuellement. Euh, Par rapport à justement, on va parler un peu de technique. Les champs pétroliers, on parle beaucoup de CO2, mais en fait, ça émet aussi beaucoup de méthane, qui est soit brûlé ou pas brûlé d'ailleurs, ce qu'on appelle le flaring. Ça fait partie des choses que vous essayez de résoudre quand vous récupérez un champ. Tout à fait. Non, mais c'est quand tu parlais justement de comment motiver les gens à monter en haut de la montagne, quand on a commencé donc cette partie-là, cette partie un peu plus environnementale, il y a eu un engouement dans la compagnie qui a été énorme. Et c'est aussi ça, un peu pour revenir un peu sur cette histoire justement de comment motiver, c'est qu'on se rend compte, je me suis rendu compte dans la compagnie c'est vrai qu'il y a 10 ans, on commençait à entendre l'industrie pétrolière, l'industrie sale, l'industrie, et c'était très important pour moi personnellement, mais aussi pour pouvoir continuer à recruter des talents, pour pouvoir garder un peu le personnel motivé.
qu'on se lance là-dedans, qu'on se lance dans le fait que notre mission n'était pas simplement de rendre ces champs plus productifs et plus efficaces, mais aussi de les rendre plus propres. Et donc, on a eu un engouement dans le personnel qui était très important. Tout le monde voulait être impliqué là-dedans. Tout le monde voulait comprendre comment on pouvait rendre ces champs. Et il y a eu vraiment, c'est incroyable, le mouvement de la passion que tout le monde avait plein d'idées, tout le monde avait comment résoudre ça, comment réduire justement les émissions de méthane, comment réduire la consommation d'électricité, comment réduire le flaring. Et donc on a commencé à faire ça sans qu'on nous le demande, on l'a fait de manière de volontaire sur nos propres champs. Et on a commencé à le mesurer. Et on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des très bons résultats là-dessus. Parce que l'important aussi, c'est de le mesurer de manière très... et donc, on était vraiment, je pense, en avance par rapport à pas mal de compagnies. Et c'est devenu donc un service en tant que tel. On a aidé donc les autres compagnies à faire du consulting sur comment rendre leurs champs plus propres. D'accord. Et il y a un vrai business model derrière, du coup. Il y a un vrai business. Alors, le business, oui, il y a un business model qui est vraiment récent, on va dire, le business model. Parce qu'il y a deux maintenant, trois raisons pour lesquelles financièrement ça peut devenir un business. C'est déjà, toute molécule de gaz qui n'est pas perdue va être vendue. Et au prix du gaz en ce moment en Europe, c'est quand même assez intéressant d'éviter de perdre du gaz dans tous les sens, de brûler ou de tout ça. Donc, si le gaz peut être mis dans le pipe plutôt que fui ou brûlé, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, il y a cette partie-là. Elles viennent d'où toutes ces fuites de gaz sur une plateforme, juste vulgairement pour expliquer aux gens? Plusieurs, il y a plein de raisons d'avoir des fuites. Déjà, soit des vannes qui fuient, qui sont mal, et le gaz, on ne le voit pas. Autant l'huile, on le voit quand ça fuit. Le gaz, ça peut fuir un petit peu, on ne le voit pas. Donc maintenant, il y a tout aussi des nouvelles technologies, que ce soit des caméras, des lasers, qui permettent, en faisant des surveys, de voir où sont ces fuites de gaz. Et il y a beaucoup de pertes comme ça de gaz, surtout pour les vieux champs. Donc ça, on va dire, c'est ce que ça s'appelle les fugitive emissions. Donc c'est tout ce qui est les spits. Il y a cette partie-là. Il y a la partie après qui est plus des fois, oui, il y a quand il y a des champs à huile, par exemple, on sait pas quoi faire du gaz, il y a toujours du gaz qui vient avec, et c'est là où on le brûle, le gaz. Est-ce que brûler le gaz, est-ce que c'est efficace, c'est pas efficace? Est-ce que des fois, on ne brûle pas à 100%? Donc, quand on brûle du gaz, ça devient du CO2. Quand on le brûle pas, ça reste du méthane. Le méthane est beaucoup plus, à court terme, un impact sur le climate change beaucoup plus important que le CO2. Donc, il est très important c'est mieux de brûler que de pas le brûler, le méthane, s'il faut choisir. Mais donc, il y a souvent, des fois, s'il n'y a pas d'utilité du gaz, et dans le passé, sur ces champs, il n'y avait pas forcément d'utilité du gaz. Le gaz valait rien. Donc, c'est très souvent qu'on voit des champs à huile, des champs de pétrole qui brûlent le gaz parce qu'ils savent pas quoi en faire. Ils ont jamais. Mais maintenant, il y a plein de solutions pour ce gaz. Que ce soit prendre ce gaz et faire de l'électricité avec. On peut avoir des petites unités de gas to power. On peut même faire du LNG avec qu'on fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites maintenant avec ce gaz qui ne pouvaient pas être faites il y a 50, 40 ou 30 ans quand ces champs ont été développés. Ouais. OK. Non, c'est clair. On va revenir sur le business model parce que ça, c'était le pilier 1. Il y a deux autres piliers. Mais par contre, avant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment vous... Ouais, on va en parler après. Je vais noter... sur parce que le business model, c'est donc de revendre ce gaz. C'est donc qui est maintenant, ce gaz a de la valeur et il y a des technologies qui peuvent valoriser ce gaz. C'est le premier business model qui fait que quand on va voir quelqu'un, on dit voilà, ce gaz, vous pouvez l'utiliser. Le deuxième business model, le deuxième impact financier, c'est qu'il y a aussi maintenant de plus en plus des taxes carbone. Donc, de plus en plus, les compagnies pétrolières doivent
rapporter leurs émissions de CO2 et ils ont des crédits de carbone. Et donc, quand on réduit ces crédits de carbone, il y a du trading qui peut faire, surtout en Europe. Donc ça, c'est aussi la deuxième partie financière qui peut être importante pour ce business model. Et enfin, le troisième, c'est un peu le bâton. On va dire, tout ça, c'est les carottes. Et le troisième, c'est le bâton. C'est qu'il y a de plus en plus de lois et il y en a qui se mettent en place et qui fait que tout ça, maintenant, c'est interdit. Ça devient interdit de faire du flaring, du venting. Et donc, si les compagnies pétrolières veulent continuer à opérer, elles doivent mettre en place des solutions. Donc, c'est un peu les trois axes. D'accord. Donc, vente de gaz, le carbone crédit et les régulations. Et le carbon capture, c'est des choses auxquelles on commence à penser. Parce que j'ai fait un épisode là-dessus avec Samuel Laitier de chez Total. Si tu l'as pas écouté, je t'encourage à le faire. Et Samuel, j'étais assez surpris, il me disait c'est des technologies qui existent depuis longtemps. Ils ne sont pas mises en œuvre par des raisons financières. Et finalement, maintenant, on commence à s'y intéresser de nouveau. Hacker en Norvège s'y intéresse énormément. J'imagine qu'Exxon aussi accélère un petit peu sur le sujet. C'est des choses, auxquelles vous pensez? Oui, énormément. C'est les choses, c'est là où l'industrie, donc il y a beaucoup de choses à apporter. Parce que autant, pendant toutes ces années, l'industrie a été très bonne à sortir le CO2, on va dire, de ces roches. C'est plus ou moins les mêmes roches qui peuvent le reprendre, le CO2. Et donc, le savoir-faire est là, et dans l'industrie pétrolière. Et donc, ça peut être un peu les mêmes personnes qui peuvent se reformer pour utiliser ces mêmes réservoirs pour en faire des storages de CO2. Donc oui, le carbon capture est quelque chose dont on s'intéresse, surtout que nous, donc, on est très axé sur les vieux champs, ou des champs qui, après, à terme de 10-15, on pense, qu'est-ce qu'on en fait après ces vieux champs, une fois une fois qu'il y a plus rien à sortir, on va dire, est-ce qu'on peut les recycler pour justement peut-être des carbon storage, pour du géothermal, pour plein de choses comme ça. Donc, il y a plein de savoir-faire dans l'industrie pétrolière qui pourra être utilisé pour la transition énergétique. D'accord. Comment on calcule simplement, pour expliquer aux gens, comment on fait un reporting carré des émissions de CO2 d'un champ pour pouvoir ensuite démontrer qu'on a fait des économies, ou je pense que vous avez des obligations peut-être législatives pour reporter. Comment on fait alors justement? C'est énorme. Après, c'est un gros sujet. On vulgarise un petit peu. Hein. Oui, oui. Non, il y a de plus en plus de standards qui sont. Donc, il y a des ISO, il y a l'ISO 14064, je crois, qui explique comment justement rapporter les émissions CO2. Donc, il y a des procédures. Et nous aussi, on est la première compagnie d'ailleurs en Roumanie à faire partie de Oil and Gas Methane Partnership, qui est une association des Nations Unies, qui justement a mis en place des standards qui vont devenir des standards européens pour le reporting. Justement, il y a une loi sur le methane reporting qui est en train de passer en Europe et qui est basée sur ces standards de OGMP 2.0. Et donc, alors, en gros, il faut faire l'inventaire de toutes les sources d'émissions dans les production facilities. Donc, ça va donc de chaque vanne, de chaque pipe, de chaque séparateur, donc faire un énorme inventaire de tout ça. Donc, c'est fait sur basé sur chaque production facilities, on est PNID, des process instrumentation diagram, qui permettent de faire cet inventaire. À partir de cet inventaire, il y a des émissions de facteurs, donc soit des émissions de facteurs génériques. On sait qu'une telle vanne va fuir, on va dire, de temps, donc qui nous permettent de faire une première évaluation des émissions. Après, il y a aussi tous les procédés. Quand on, par exemple,
on fait la maintenance d'un compresseur très souvent. Il faut relâcher le gaz du compresseur pour vider la pression. Donc tout ça, tout cet inventaire permet de savoir en gros, d'une manière générique, quelles sont les émissions. Et après, il faut les mesurer. Donc c'est le niveau 1. Le niveau 1, c'est juste faire l'inventaire et utiliser des facteurs génériques. Le niveau 2, c'est de mesurer réellement prendre des samples pour savoir exactement tel va dans l'autre cas. Et le niveau 3, c'est utiliser des drones qui passent au-dessus des surfaces facilities et qui mesurent exactement quelles sont les émissions. Et c'est, je pense aussi, là où c'est intéressant, c'est que maintenant, plus aucune compagnie ne peut se cacher. C'est-à-dire qu'avec les satellites, on voit tout maintenant. On voit toutes les émissions de méthane, de CO2 à un niveau incroyable. Donc, c'est aussi pour ça que dans l'industrie est en train de réduire énormément ses émissions, parce que de toute façon, on sait où elles sont. C'est, Ok. Merci, c'est très clair. Ça doit demander un volume de ressources humaines assez important quand même, ce que vous faites. Je sais pas, vous gérez combien de champs dans le monde aujourd'hui? Alors, on a XP, on a 28 champs, 13 en Ukraine et le reste, 15 ans. Et donc, du coup, en termes de headcount, ça vous fait... On a 1000 personnes. D'accord, ok. Ok. 1000 employés. Et beaucoup de sous-traitance aussi, j'imagine. En plus, oui, donc Ouais. les employés, c'est des gens qui gèrent une partie donc ingénierie qui est à Bucarest et à Lviv, en Ukraine. Et après, on va dire, oui, on est 70% après le personnel et sur les chantiers. Et des sous-traitants quand on forme, quand on fait des services. Donc oui, on a une grosse partie aussi de sous-traitants. Et du coup, comment on s'assure que ces sous-traitants ou les personnes qui travaillent ont un niveau d'exigence technique qui va de pair avec ta vision de l'exploitation pétrolière? Parce que Alors, bon, entre les idées et l'exploitation sur site. Non, alors c'est très clair pour nous. Tout ce qui est vraiment le core business, on le garde. C'est nos personnes qu'on forme, et donc on sous-traite que ce qu'on considère pas forcément le core business, la logistique peut-être ou des choses qui sont vraiment spécifiques. On a besoin d'un savoir-faire. Et quand dans ce cas-là aussi, on fait un audit des sous-traitants pour s'assurer qu'ils correspondent à nos critères environnemental et de point de vue de safety. Mais le corps, c'est pour ça qu'on a mis personne aussi. C'est que le corps, c'est notre personnel qu'on forme, qu'on motive justement et qui, on s'assure, ont la même vision que Ok. ouais. Et comment on recrute alors les jeunes talents? Alors, on en a parlé sur la vision, mais il y a d'autres leviers pour intéresser encore. Oui, je pense que la vision et le fait de faire participer, c'est d'un point de vue, c'est très concret ce qu'on fait. C'est vraiment très concret. Si quelqu'un veut vraiment réduire les émissions de CO2, on l'a Eh fait. oui. C'est-à-dire, c'est vraiment des molécules qui ne sont plus dans l'air, qui ont été maintenant réduites. Donc, c'est assez, d'un point de vue, si quelqu'un veut contribuer vraiment à, à la transition énergétique, et réduire les émissions de CO2 et de méthane, on le fait. On le fait de manière très, très, très concrète. Donc, ça peut être un motivateur. Après, c'est aussi, une fois de plus, revenir sur peut-être l'industrie pétrolière en général. C'est une industrie qui a ce côté un peu aventurier, qui a ce côté technologique aussi qui est intéressant. Et c'est aussi, on voit, je pense qu'on l'a vu récemment quand même en Europe, qui a un côté géopolitique, qui est au cœur quand même, on est au cœur de tout ce qui est la géopolitique, qui est important dans un pays comme la Roumanie ou l'Ukraine, c'est des secteurs qui sont importants pour eux. Ok. Et je tiens à dire, par exemple, en Ukraine, on a que 2 expats dans la compagnie.
c'est moi et mon partenaire. Après, tout le reste, c'est des gens localement qui ont été et qui sont avec nous depuis des années euh, et qui travaillent avec nous. Donc, on a très peu d'expats. Oui, c'est plus facile de recruter dans des pays, euh, on va dire, par rapport à la France. C'est ça ma question. Où les gens ont un peu plus de mal à rejoindre l'industrie pétrolière maintenant ou pas d'ailleurs? Les gens sont peut-être plus pragmatiques. Non, mais je fais un petit peu le parallèle avec la cuisine. Je discutais avec un collègue qui est dans un restaurant étoilé au Havre. Je le salue. Il me disait c'est la galère. Il a pu recruter, c'est trop dur. Donc ils ont des gens qui viennent un peu de partout pour les aider. C'est plus facile. Donc, ton point de vue, c'est plus facile de recruter des jeunes ingénieurs ou des jeunes techniciens ailleurs en Europe ou à l'étranger qu'en France. En France, on a une génération qui est un peu formatée sur ces sujets-là, qui n'est pas dans le pragmatisme, qui veut changer le monde sans. Écoute, je sais vraiment, je vais pas trop, je sais pas, parce qu'on n'en recrute pas, on cherche pas à recruter non plus en France. Donc, je ne peux pas me dire, quand D'accord. vraiment on essaie de recruter localement pour plein de raisons. Euh, et donc, on n'a vraiment pas forcément eu affaire à des recrutements en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, on va dire. Euh, on essaye de recruter localement. Il y a un savoir-faire local et puis c'est vrai que les gens localement se sentent, dans cette industrie en particulier, euh, sentent cette mission de bien commun à fournir de l'énergie localement. Et donc, c'est quand même plus facile à recruter localement. Ok, Puis bon, ok. Moi, j'ai une question qui vient un peu de mon passé. Comment oui. on fait quand on est pétrolier passionné, comme tu es, avec une mission? On a des champs à exploiter, mais qu'on voit les fournisseurs de matériel comme certaines grandes compagnies, avec qui commence par un G ou qui commence par un S, ou qui fournissent vraiment les machines tournantes. Tout à l'heure, tu as parlé d'unités de gaz turbine pour produire de l'électricité. Je pense au compresseur, je pense aux turbines à Ouais. vapeur. Ces sociétés-là, qui ont un quasi-monopole, dans leur communication marketing de tous les jours, se détournent du oil and gas, n'en parlent plus. Pourtant, c'est ce qui les fait vivre. Et bon, moi, je suis plus, je peux le dire. Hein. Aujourd'hui, la communication de Siemens Energy, par exemple, qui ne parle que de renouvelables, que d'hydrogène, que du futur de l'énergie. Pourtant, c'est le oil and gas qui l'a fait vivre historiquement et qui l'a fait toujours vivre. Comment on fait quand ces fournisseurs de matériel-là ferment des usines, mettent le marché en tension, se détournent de ce champ industriel-là? Quand on est exploitant comme toi, comment on fait? Et comment on le ressent d'ailleurs? Moi, quand j'ai un fournisseur, quand je suis tu vois, je me mets à la place d'un Total, d'un XP, et que je vois mon fournisseur de matériel qui dit le oil and gas, on n'en veut plus, mais donnez-nous quand même de l'argent parce que ça nous fait vivre. Comment tu le ressens, toi? Tu as envie de travailler avec eux ou pas? Euh, est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai le choix déjà? Est-ce que de travailler avec eux ou pas de travailler avec eux? Euh, c'est vrai que euh, mais ça, c'est en train de changer. Euh, on a, et un exemple, je ne prends peut-être pas les fournisseurs, parce que les fournisseurs, je pense quand même ils ont quand même euh, euh, un savoir-faire, ils ont enfin des techniciens qui connaissent. Donc, peut-être d'un point de vue marketing, c'est comme ils se positionnent pour leurs investisseurs et puis pour le recrutement. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, ils continuent à avoir à faire ces services. Par contre, on a ressenti les 5 dernières années, c'est plus avec les banques en particulier, qui, dès qu'on disait qu'on est industrie pétrolière, d'un seul coup partait en courant. Mais qui reviennent maintenant. Euh, D'accord. et qui reviennent. Et je prends des exemples. Une banque, on a même travaillé, qui a été à un moment qui nous a financé, c'était la Banque européenne de reconstruction et développement, donc qui est une banque qui demande beaucoup d'un point de vue justement transparence sur l'environnement, sur le corporate governance et tout ça, et qui il y a 2-3 ans a dit on fait plus de oil and gas. Donc est parti et maintenant revient un peu dans le oil and gas, en particulier dans le gaz, parce qu'on se rend compte que
cette transition ne va pas se faire de manière aussi rapide et aussi facile que prévu ou que tout le monde voudrait. Bien sûr, tout le monde voudrait que ça se fasse très rapidement, mais il y a une transition quand même à gérer. Et donc, il ne faut pas que ça soit parce que si d'un seul coup le prix de gaz et le prix du pétrole montent à des prix incroyables, ben, c'est toutes les industries, toute l'agriculture, pas tout qui devient très cher. Donc, il faut faire très attention à comment c'est géré. Donc, les banques reviennent un peu plus. Mais c'est vrai qu'elles étaient parties un moment parce que il y avait une énorme pression des investisseurs, des fonds d'investissement qui disaient on ne veut plus entendre parler du mot oil and gas. C'était tout le ESG qui était là-dessus. Mais je ne m'inquiète pas trop de, euh, de tous ces compagnies dont tu mentionnes. Euh, ils sont aussi très focalisés sur leurs résultats financiers et donc s'il y a du business, ils seront là. Mais moi, je tire mon chapeau à tous les gens qui travaillent à l'intérieur et qui assurent, Mmh. parce qu'en tant qu'employé, on le vivait très très mal quand tu as une communication au top qui tourne le dos à son service oil and gas et que les gens dans le gaz doivent faire tourner Ouais, et ramener ouais, l'argent. Voilà, tu le vis très mal en tant qu'employé, c'est pas possible, quoi. Il faut choisir, hein. tout à fait. Non, c'est vrai. Bon, On peut le dire. écoute, je propose que ce soit le mot de la fin de cette partie 1 de l'interview. J'en profite pour passer un petit message. Donc, on a parlé de l'Ukraine. Euh, les NFT de l'émission, donc sur planetungé.uncut.fm, les NFT de l'émission, une partie des fonds récoltés va directement sur un wallet d'une ONG ukrainienne pour soutenir l'Ukraine. Et il y a des NFT qui sont 100% dédiés au soutien de la cause ukrainienne. Donc, c'est des autocollants qui sont à $10. Et je parle en dollars parce que la plateforme est en dollars, qui sont à $10. Vous n'avez pas besoin de wallet pour payer. Et vous pouvez donc soutenir, ça va directement à l'ONG. Et je répète, les NFT de l'émission, donc les épisodes, les pochettes, etc. Tous les petits goodies, une partie des fonds sont reversés automatiquement sans intermédiaire puisque on bascule l'argent directement sur le wallet de l'ONG. Merci David et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission.